Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, merci beaucoup pour l'introduction et puis merci beaucoup pour l'invitation aussi. Alors, s'il y en a qui étaient ici la semaine dernière pour écouter le professeur Abramovitch, vous êtes déjà du coup des spécialistes des maladies génétiques, donc je m'excuse pour les redites. Et aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement des méthodes de thérapie génique pour savoir comment faire pour soigner ces maladies génétiques. Alors, un rappel sur la génétique. Donc, vous savez que votre corps est constitué de milliards de cellules, qu'à l'intérieur de ces cellules, il y a des noyaux, et que ce noyau contient de l'ADN. L'ADN qui est le grand livre de tout ce qui se passe dans votre corps. Et vous avez chaque gène qui correspond à un paragraphe que vous avez à chaque fois en double exemplaire. L'un qui vient de maman, l'autre qui vient de papa. Donc vous avez chacun de vos gènes en double exemplaire. Et au fur et à mesure des générations, il y a des petites modifications qui vont arriver dans ces paragraphes, des petites mutations. C'est ce qui fait de vous un individu unique. C'est pour ça que si monsieur a les yeux bleus et que la dame derrière elle a les yeux bleus, ben vous n'allez pas avoir exactement les yeux du même bleu. Parce que finalement, il y a tout un tas de petites différences. Mais chez certains individus, ben, ces petites variations dans les paragraphes, ces petites mutations qui apparaissent dans les gènes, font apparaître des mutations qui sont vraiment délétères et qui vont rendre l'individu malade. C'est ça une maladie génétique, une maladie qui est inscrite dans les gènes de la personne et qui, du coup, peut potentiellement se transmettre à la descendance, qui en fait une maladie génétique héréditaire. C'est pour ça que certaines maladies génétiques sont extrêmement fréquentes dans certaines familles, alors qu'elles sont complètement sous-représentées dans la population générale. Le professeur Abramovitch l'a très bien expliqué la semaine dernière. Chacune des maladies génétiques individuellement est rare, mais la totalité des maladies génétiques, c'est 5% de la population, une personne sur 20. Donc déjà, dans cette salle, ça fait du monde. Donc c'est important de s'intéresser aux maladies génétiques parce que ce n'est pas du tout des phénomènes rares et originaux quand on les prend dans leur ensemble. Alors concrètement, c'était quoi l'idée de la thérapie génique au départ? La thérapie génique, c'est une stratégie thérapeutique pour faire rentrer un gène dans une cellule pour soigner un individu. On a une cellule qui a un gène qui ne fonctionne pas, on vient rajouter le gène qui fonctionne et la cellule se met à fonctionner. Sur le principe, c'est assez simple. Techniquement, c'est un petit peu plus compliqué. Le but, c'est d'aller apporter une correction à la source du problème. Ça évite de soigner les symptômes, ça permet de soigner directement la cause. Et donc, du coup, ce sont des traitements qui vont être forcément personnalisés. C'est de la médecine personnalisée, puisque là, le gène qu'on introduit et le traitement qu'on donne est spécifique à la mutation et à la pathologie d'un patient précis. Et du coup, corriger une anomalie à la base permet d'éviter de soigner les symptômes et d'avoir des traitements à vie en venant corriger directement l'origine du problème. Et donc, comment on fait ça? On fait ça en introduisant... Hop, je vais mettre pointeur, c'est pas grave. On fait ça en introduisant le gène thérapeutique à l'intérieur des cellules malades. Et pour faire ça, on va utiliser un vecteur. Il faut visualiser un vecteur comme une enveloppe qui contient un message. Le message qu'on veut amener, c'est le gène qui va soigner la cellule. Le vecteur, c'est l'enveloppe. Il y a des petits gènes, des grands gènes, il y a des petits messages, des grands messages. On va avoir besoin de petites enveloppes, de grandes enveloppes, et on ne va pas utiliser les mêmes enveloppes selon la cible. Si on veut corriger une maladie de l'œil, si on veut corriger une maladie du foie, si on veut corriger une maladie du sang, eh bien, il va falloir qu'on ait une enveloppe qui soit adressée à l'œil ou au foie ou au sang. Pour ça, il y a deux grandes familles de vecteurs. Les vecteurs viraux, qui dérivent de virus, et les vecteurs non viraux, les plus utilisés étant les vecteurs viraux. Et on va utiliser ces différents outils, ces différents vecteurs, en fait, en fonction de la manière dont on va utiliser la thérapie génique.
Il y a plusieurs moyens de venir faire de la thérapie génique. Les deux grands moyens qui sont présentés derrière. On peut faire de la thérapie génique in vivo. In vivo, ça veut dire directement chez l'individu. L'individu a une maladie génétique, on prend le vecteur, on l'injecte directement dans son sang, on l'injecte directement dans son œil, on l'injecte directement dans son foie, et le vecteur va aller soigner les cellules du foie, les cellules de l'œil. Mais il y a des cellules auxquelles on n'a pas accès. Il y a des cellules qu'on ne peut pas atteindre quand on envoie un vecteur dans la circulation sanguine, etc. Et donc à ce moment-là, on va devoir faire de l'ex vivo. C'est le cas, par exemple, alors je suis désolée, les couleurs rendent pas très bien. C'est le cas, par exemple, de tout ce qui est correction du système immunitaire et de manière générale des maladies du sang, par exemple. En gros, vous avez dans tous vos os là, vos hanches, votre sternum, vous avez de la moelle osseuse qui va servir à fabriquer toutes les cellules du sang, du système immunitaire. Mais on n'a pas accès à ces cellules-là. Donc si on veut les soigner, on les prélève chez le patient, en laboratoire on les cultive, on les corrige, et une fois qu'elles ont été corrigées avec le gène thérapeutique, à ce moment-là, on va les réinjecter chez l'individu. C'est la définition de la médecine personnalisée. Ça marche bien, et comme vous pouvez l'imaginer, c'est aussi assez lourd. Donc on va choisir le vecteur viral, non viral, en fonction de finalement ce qu'on veut cibler et de comment on veut le faire. Il n'y a pas vraiment de meilleure méthode, c'est une histoire d'outils. C'est comme se demander si une cuillère c'est mieux qu'une pelle. Ça dépend ce que vous voulez faire, si vous voulez manger un yaourt ou si vous voulez planter un arbre en fait. Donc à chaque fois, on a développé des outils en recherche pour pouvoir essayer d'atteindre tous les objectifs. Alors il y a une chose sur laquelle c'est très important qu'on se mette d'accord tout de suite. Un vecteur viral, ça n'est pas un virus. C'est deux choses différentes. Vraiment. Un vecteur viral, il dérive d'un virus, il est issu d'un virus. Mais ça n'est pas un virus, ça n'est plus un virus. Donc, pour faire une analogie, si je vous montre ça, normalement on est tous d'accord, c'est une guitare. Il n'y a pas de piège. Donc cette guitare, elle a des capacités, elle est grande, elle est creuse, c'est joli. Et elle a une fonction, elle sert à jouer de la musique. Donc elle a des capacités, elle a une fonction. Si je vous montre ça, ça c'est pas une guitare, ça c'est une étagère. Donc elle dérive d'une guitare, elle a les mêmes capacités. Elle est grande, elle est creuse et elle est jolie. Elle n'a plus du tout la même fonction. On ne joue pas de la musique avec une étagère. Une étagère, ça sert à accrocher des trucs au mur. Donc on va garder toutes les capacités qui nous intéressent et on va enlever la fonction, la changer pour en fait lui donner les fonctions qui nous intéressent, nous. Un vecteur viral, le virus a été détourné de sa fonction d'origine. On a apprivoisé le virus. Parce que finalement, le virus, sa fonction c'est quoi? C'est de rentrer dans une cellule, c'est de se reproduire, il va se répliquer, fabriquer plein de nouveaux virus qui vont sortir de la cellule et qui vont aller infecter d'autres cellules. Et ce virus, il a des capacités. Il a la capacité à rentrer dans les cellules. Donc, certains virus vont rentrer dans le foie, certains virus vont rentrer dans l'œil, certains virus vont rentrer un petit peu partout. Et le virus, il a la capacité de venir apporter des gènes. Ces gènes à lui, ces gènes de virus qu'il apporte dans une cellule. Et bien, du coup, comment on va apprivoiser ce virus? On va garder sa capacité à rentrer dans les cellules, on va garder sa capacité à apporter des gènes, mais on va enlever, en fait, sa fonction. On va enlever les gènes viraux. Il ne peut plus se répliquer. Il ne peut plus faire de nouveaux virus, il ne peut plus sortir, il ne peut plus infecter les autres cellules. Et à la place des gènes viraux, on va mettre le gène thérapeutique pour soigner le patient. Donc quand on parle de vecteur viral, on ne parle pas de virus. C'est un virus détourné, ça n'est pas la même chose. Bonjour. Il faudrait mettre le micro un peu plus bas, comme ça, parce qu'il y a le souffle autrement. Est-ce que vous m'entendez toujours?
Très faible. Oui, est-ce que je vous souffle dans les oreilles? Non, ça va. On va mieux. Vous pouvez le faire signe, si ça casse les oreilles. Et comme il y a différents virus, et ben, ils ont différentes capacités. Et en fait, en fonction de ce qu'on veut faire, on va utiliser les capacités adaptées pour avoir un outil le plus performant possible pour atteindre notre objectif. Ça vous souffle dans les oreilles ou pas? Un peu? Ça va? Un petit peu. Ok. Il y a des vecteurs qu'on appelle des vecteurs intégratifs. Et il y a des vecteurs qui ne sont pas intégratifs. Alors, qu'est-ce que c'est ces mots barbares? C'est des fonctions qu'on peut utiliser en fonction de ce qu'on veut soigner. Pour comprendre ça, il faut comprendre un petit peu le cycle de vie d'une cellule. Au commencement de tout, était la cellule souche. La cellule souche, c'est le démarrage de toutes les cellules. Ces cellules souches, elles sont capables de proliférer beaucoup. Et au fur et à mesure qu'elles prolifèrent, elles se différencient. C'est ce qui se passe par exemple avec la moelle osseuse dont on parlait tout à l'heure. Vous avez votre moelle osseuse qui est remplie de cellules souches. Ces cellules souches, elles prolifèrent et puis elles se différencient, elles dérivent pour venir donner toutes les cellules qui vont composer votre système immunitaire. Et puis ces cellules, elles remplissent leurs fonctions dans le système immunitaire, et puis elles vieillissent, et puis elles meurent, et c'est pas grave, puisque comme vos cellules souches se différencient en permanence, et bien du coup, vous avez en permanence un maintien de votre système immunitaire au cours du temps. Les virus, ils peuvent amener les gènes de deux manières. Ils peuvent les amener dans la cellule, normalement, ou ils peuvent directement les intégrer dans l'ADN de la cellule. Donc soit ils l'intègrent directement dans vos gènes à vous, soit ils les laissent un petit peu à part. Et donc on va utiliser ces différentes capacités en fonction finalement de ce qu'on veut soigner. Par exemple, si je mets un gène modifié dans ma cellule souche du sang et que je fais avec un vecteur intégratif, c'est-à-dire que dans les gènes directement de cette cellule souche, j'ai intégré le gène thérapeutique. Qu'est-ce qui va se passer pour ma cellule souche? Elle va proliférer. Et comme elle prolifère en se clonant, en fait, elle reproduit son ADN à l'identique, toutes les cellules issues de cette cellule souche, toutes les cellules filles vont porter la modification. Donc finalement, en modifiant une petite quantité de cellules souches, je peux modifier la quasi-totalité du système immunitaire. Parce que toutes les cellules qui en dérivent auront intégré la correction. En revanche, si je ne veux modifier qu'un seul type de cellule du système immunitaire qui fait défaut, je ne vais pas l'intégrer dans le génome de ma cellule souche, parce que sinon, finalement, je vais venir modifier tout le monde, alors que moi, ma cible, elle est beaucoup plus précise. Alors à ce moment-là, je vais utiliser un vecteur qui n'est pas intégratif et qui va cibler simplement ce type de cellule-là, et qui ne peut pas être transmis, puisque de toute façon, comme le gène n'est pas intégré dans le génome de la cellule, il ne peut pas être transmis, il n'y a pas de descendance. Donc on va choisir les capacités en fonction de la cible pour avoir toujours l'outil le plus adapté à la pathologie. On va illustrer un petit peu tout ça. Alors la thérapie génique, la toute première thérapie génique, c'est 1989. Les thérapies géniques, les essais cliniques, ils vont commencer dans les années 90. Et à ce moment-là, va arriver cette espèce de vision sociale que la thérapie génique, c'est quelque chose de tout à fait miraculeux, qu'on va pouvoir soigner tout un tas de maladies qu'on ne pouvait pas soigner avant, et que ça va résoudre un petit peu tous les problèmes. Et puis, à partir de la fin des années 90 et du début des années 2000, vont commencer à arriver finalement tout ce qu'on ne savait pas, parce qu'en fait, on avait tout un tas de recherches théoriques, et puis en fait, c'est lors des essais cliniques de manière empirique qu'on a commencé à voir que c'était peut-être pas si simple que ça à utiliser. Et finalement, à partir des années, on va dire milieu des années 2000, début des années 2010,
après ce frein, en fait, il y a eu un regain pour la thérapie génique beaucoup plus sécurisée et beaucoup plus encadrée. Et aujourd'hui, il y a quand même une utilisation assez exponentielle de la thérapie génique pour les essais cliniques. Parmi les premières maladies qu'on a essayé de soigner avec la thérapie génique, il y avait les mutations qu'on appelle ADASKID, que vous connaissez sans doute mieux sous le nom de bébés bulles. Les bébés bulles, ce sont des enfants qui ont des mutations donc dans ces gènes ADA et SKID. En fait, leurs cellules souches du sang ne peuvent pas se différencier en cellules immunitaires. Donc, ils n'ont pas du tout de système immunitaire. Du coup, le moindre pathogène dans l'air peut les tuer. Ils sont incapables de se défendre. Et donc, finalement, on n'avait pas de traitement. Le seul moyen, c'était de garder ces enfants dans des milieux complètement stériles, dans des bulles. Donc, vous imaginez un petit peu la contrainte que ça peut représenter. Et c'est pour ça que dans cette pathologie, précisément, comme je vous le disais avant, on a utilisé des vecteurs intégratifs. C'est des vecteurs viraux qui dérivent de rétrovirus, qui ont la capacité de rentrer dans les cellules souches et de s'intégrer de manière permanente. Donc en corrigeant, en amenant finalement le bon gène ADA, le bon gène SKID, et ben en fait on pouvait corriger les cellules souches et reproduire la totalité du système immunitaire. Et donc là, par exemple, la première fois que ça a été fait en Europe, c'était en 99 à Paris, à l'hôpital Necker. Et donc, début des années 2000, les enfants bulles sortent de leur bulle, ils sont pas malades, on est super contents, tout va bien, ils sont guéris. 2003-2008, il y a une partie de ces enfants qui commencent à développer des leucémies. Et là, on va apprendre de manière empirique qu'il y a des conséquences qu'on n'avait pas forcément envisagées, parce que, oui, les rétrovecteurs, ça permet d'intégrer un gène thérapeutique. Ils l'ont bien intégré, ils sont guéris. Mais ce gène thérapeutique, il est intégré où il veut dans le génome. Nous, on ne peut pas choisir où il s'intègre. Il se met où il veut, n'importe où. Donc des fois, il se met dans des endroits du génome qui ne posent pas de problème, et les enfants vont très bien. Et puis des fois, il se met dans des endroits où ça peut poser des problèmes. Et là, en l'occurrence, il y a des gènes dans les cellules qui les empêchent de trop proliférer et du coup de cancériser, puisque une cancérisation, c'est ça en fait, c'est une prolifération non contrôlée qui continue à l'infini. Et en fait, le gène thérapeutique, eh ben, il s'est mis au milieu de ce gène-là qui empêche la cancérisation, qui du coup ne marchait plus. Donc, ils sont guéris, ils ne sont plus les bulles, mais maintenant ils ont le leucémie. Donc, on les a soignés de leur leucémie, mais c'est évidemment un effet hors cible non prévu qui a mis en fait quand même un gros coup de frein sur ces recherches-là. L'hôpital Necker a relancé un essai clinique en 2010 avec un dérivé de cette famille des rétrovecteurs, l'antivecteur, donc c'est la famille du VIH, c'est pour ça que quand on en parle dans les journaux, des fois ça fait très peur, alors que maintenant vous savez qu'un vecteur c'est pas un virus et que du coup c'est pas dangereux, et qui sont beaucoup plus sûrs, et donc ça fait en 2024, ça fait 14 ans que ces enfants sont sortis de leur bulle, qui n'ont pas eu le leucémie et qui vont bien. Donc on a réussi à le sécuriser, mais on a appris à nos dépens que dans la vraie vie, finalement la thérapie génique c'était un petit peu plus compliqué et qu'il fallait faire aussi très attention à ces outils-là. D'autres exemples de vecteurs viraux qu'on utilise pour faire la thérapie génique. Les adénovecteurs. Les adénovecteurs, c'est vraiment le vecteur principal des adénomantes, globalement. Il va être beaucoup utilisé à ce moment-là. C'est un vecteur qui n'est pas intégratif et c'est un très grand vecteur. Il peut amener des très grands gènes. Et ça, c'est un avantage considérable par rapport aux rétrovecteurs dont on parlait avant. On s'est dit, on va pouvoir corriger des mutations génétiques sur des très grands gènes. Des gens pour lesquels on ne pouvait rien faire avant, maintenant on peut amener des très grands gènes thérapeutiques et les soigner. Et c'est pareil, de manière empirique, on s'est rendu compte que ces adénovecteurs, ils déclenchent des réactions immunitaires très fortes. Donc, parce que vous et moi, maintenant, on sait qu'un vecteur, c'est pas un virus. Il n'a pas les capacités du virus. Il rentre dans la cellule, mais il ne va pas se répliquer, il ne va pas sortir. Mais votre système immunitaire, il n'est pas venu à la conférence, en fait. Donc, il ne sait pas ça. Donc, votre système immunitaire, quand il voit
la cellule qui est infectée par le vecteur, lui, il pense qu'elle est infectée par un virus. Et donc le système immunitaire, il va le détruire. Et ça, c'est extrêmement contraignant, vous pouvez imaginer. Parce que finalement, au fur et à mesure qu'on corrige les cellules, eh ben, elles sont détruites par le système immunitaire. Donc en termes d'efficacité, c'est pas génial. Et surtout parce que ces réactions immunitaires importantes, elles peuvent s'emballer. Et ce qui va mettre un grand frein à la recherche sur les adénovecteurs, c'est un essai clinique en 99 aux États-Unis, où on cherche à corriger une maladie génétique hépatique et où les patients de l'essai clinique vont déclencher des réactions immunitaires trop fortes, notamment un où la réaction immunitaire est tellement importante qu'elle va détruire en fait la totalité du foie, insuffisance hépatique, et le patient meurt en 24 heures. Donc là, c'est la catastrophe. Il n'y a rien qui peut arriver de pire dans un essai clinique que de perdre un patient. Donc finalement, à la fin des années 90, les adénovecteurs, on va les mettre de côté en se disant c'est trop dangereux. Et puis, il y a des chercheurs qui vont se dire mais est-ce qu'on ne pourrait pas finalement en faire autre chose? Parce qu'en fait, l'adénovecteur, il vient diriger le système immunitaire vers des cellules pour les tuer. Alors, si c'est des cellules qu'on veut corriger, ben, c'est pas très intéressant, mais si on le prenait dans autre chose, par exemple le cancer, le principe du cancer, en fait, ce qu'on veut faire, c'est éliminer les cellules cancéreuses. Donc peut-être qu'on pourrait utiliser ça. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. À partir des années 2010, on retrouve un intérêt pour les adénovecteurs de manière complètement différente. Maintenant, l'idée, c'est plus de venir corriger une maladie génétique. Maintenant, l'idée, c'est de s'intéresser aux gens qui ont un cancer, et on va prendre les adénovecteurs pour infecter exclusivement les cellules cancéreuses. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le système immunitaire s'active et va venir détruire les cellules cancéreuses. Et ça permet d'avoir des traitements pour des types de cancers qui étaient résistants aux chimiothérapies, ou pour lesquels les chimiothérapies ne marchaient pas ou pas assez, puisqu'on le fait en complément. Donc il y a l'oncorine, qui est un médicament qui est sur le marché, qui est utilisé pour les cancers nasopharyngés réfractaires. Et ce sont des adénovecteurs qui contiennent à la fois un gène qui va altérer le fonctionnement de la cellule cancéreuse, essayer de la tuer, et qui va diriger le système immunitaire du patient directement pour le défendre lui-même contre son cancer. Donc finalement, c'est la seconde vie des adénovecteurs qui n'étaient pas les outils les meilleurs pour la thérapie génique et la correction des maladies génétiques parce que trop dangereux, mais finalement extrêmement utiles en oncologie pour essayer d'éliminer les cancers. Un des vecteurs qui fait partie des plus utilisés aujourd'hui, c'est les vecteurs AAV. Les vecteurs AAV, ils sont non intégratifs aussi, comme les adénos, et ce sont eux de tout petits vecteurs. Alors l'inconvénient de ces tout petits vecteurs, c'est que du coup, ils ne peuvent amener que des petits gènes. Ils ne peuvent pas corriger des très grands gènes. Mais comme ils sont tout petits, ils arrivent à passer à travers les tissus, ils pénètrent beaucoup mieux les tissus et ils arrivent à avoir accès à tout un tas de cellules qui finalement étaient difficilement accessibles avec les grosses machines qu'on avait avant. Donc c'est quand même un sacré avantage. L'avantage et l'inconvénient, entre guillemets, de l'adénovecteur, c'est qu'il ne déclenche pas des grosses réactions immunitaires comme l'adéno, mais votre corps va le reconnaître très vite. C'est-à-dire que le système immunitaire ne va pas attaquer les cellules modifiées, mais maintenant qu'il l'a vu passer, il y a une mémoire, il est prêt. Donc, ça doit forcément passer, les vecteurs AAV, par une injection unique. Si on essaye d'injecter une deuxième fois, le système immunitaire, il est prêt, il va détruire le vecteur avant même qu'il rentre dans les cellules. Donc, tous les traitements qui sont faits en vecteur AAV, ils doivent marcher du premier coup. Ça va pousser à l'efficacité. Sinon, ça ne marche pas. Et c'est ces AAV, ces vecteurs AAV qui font partie en fait des dernières thérapies qui sont arrivées sur le marché. Donc on a déjà parlé un petit peu la semaine dernière du Zolgensma, j'ai toujours beaucoup de mal avec le nom de ce médicament, pour traiter la myotrophie spinale qui est commercialisée depuis 2020. Ce sont des vecteurs AAV qui viennent corriger le gène responsable de la myotrophie spinale, qui était évidemment une maladie dramatique chez les enfants. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, le professeur Amovic nous a donné le prix, c'est 2 millions d'injections. Voilà.
on en reparlera un petit peu mieux tout à l'heure, ça marche très bien, et c'est très cher. Un autre exemple, pour la neuropathie optique héréditaire de Leber, c'est une maladie ophtalmique qui induit une dégénérescence de l'œil. Donc en fait, les gens commencent à avoir flou à partir de la trentaine, et leur vision se dégrade et ils deviennent complètement aveugles. Et finalement, les derniers essais cliniques très récents qui ont été faits avec des AAV montrent qu'on peut injecter la correction directement dans l'œil, et en fait, à la première injection, les gens retrouvent la vue, et retrouvent la vue de manière permanente. Donc le médicament associé, le Lumevoq, n'est pas encore commercialisé parce que l'essai clinique a fini très récemment, donc ils sont en attente d'autorisation de mise sur le marché. Mais c'est effectivement assez formidable parce que c'est une maladie pour laquelle on n'avait absolument aucun traitement. Et ça marche très bien. Je pense que vous en entendrez mieux parler la semaine prochaine. Il y a une conférence précisément sur la thérapie génique et les maladies oculaires. Donc vous aurez l'occasion d'aller beaucoup plus en profondeur sur ce sujet. Les vecteurs viraux, c'est pour ça que je parle beaucoup d'eux, c'est 75% des essais cliniques globalement. Après, il y a eu toute une évolution. Donc on part des années 90 avec nos gros rétrovecteurs, avec nos gros adénovecteurs, un peu dangereux, qu'on ne connaissait pas trop. Et aujourd'hui, on arrive sur nos AAV, nos lentivecteurs, qui sont quand même du matériel de pointe, qui ont été sécurisés, où on va venir éliminer quand même une partie des effets hors cible qui ont fait quand même certaines tragédies de l'histoire de la thérapie génique. Donc, il n'y a pas de système parfait, mais il y a vraiment eu un gros effort d'amélioration, d'optimisation et de sécurisation de ce matériel. Alors, rapidement, ça c'est mon travail à moi. Donc, je vous l'ai dit, le Zolexma, c'est 2 millions d'injections. Ça fait cher la thérapie, ça marche bien, mais c'est cher. Dans le prix de ces thérapies, il y a le prix de la production des vecteurs viraux. La production des vecteurs viraux, en fait, c'est compliqué et c'est cher. Concrètement, alors bon, on n'y voit pas grand-chose avec les couleurs, il va falloir me croire sur parole. Concrètement, pour fabriquer un vecteur thérapeutique, un vecteur viral thérapeutique, on utilise des fragments d'ADN qui sont des morceaux en fait, du vecteur. On va mettre tout ça en laboratoire dans des cellules qui vont les recompacter et nous donner les vecteurs. En soi, ça paraît assez simple, l'expérience c'est pas très compliqué. Sauf que ces fragments d'ADN pour fabriquer les vecteurs, pour qu'ils soient assez purs, assez sûrs, pour qu'on puisse après avoir des vecteurs qu'on va injecter directement chez les patients. Et bien, si vous vous mettez aux États-Unis, qui est là où il y a le plus de fabricants et où c'est le moins cher, où ça va plus vite, la quantité pour faire une production à l'autre vecteur, ça tourne autour des 500 000 € et il faut 9 mois de délai. Ça joue. Et une fois que vous avez fait votre production de vecteur, bah vous allez traiter un patient, 2 patients, mais s'il y a un 3e patient qui arrive, il faut tout recommencer depuis le début. Vous reprenez 9 mois, vous reprenez vos centaines de milliers de dollars et puis on recommence. Donc ça ralentit considérablement à la fois l'accès et à la fois, du coup, ça joue énormément sur le prix. Donc nous, ce qu'on essaye de faire avec cette spin-off qui est rattachée à l'Université de Genève, finalement, c'est pas d'inventer des nouveaux vecteurs ou d'en trouver, il y en a plein qui marchent bien, c'est d'essayer d'optimiser leur processus de fabrication pour du coup trouver un système qui soit plus simple, plus rapide et du coup moins cher pour essayer petit à petit de venir démocratiser ces thérapies géniques. Alors, je n'ai pas beaucoup parlé des vecteurs non viraux, déjà parce que comme vous avez vu avant, finalement, pour l'instant, ils restent assez minoritaires dans l'utilisation de la thérapie génique. Il y a eu des essais pour injecter le gène thérapeutique tout seul, le message sans l'enveloppe. Il y a eu des essais avec des liposomes qui sont des particules de graisse, ça marche plutôt pas mal. Il y a eu des essais avec des nanoparticules. Mais tout ça, c'est actuellement au stade du développement. Ce n'est pas des outils qui sont très fréquents et qui sont standardisés dans l'utilisation clinique. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on s'appuie encore sur les vecteurs viraux optimisés, qui sont majoritairement les outils de thérapie génique. Jusque-là,
quand on parle de vecteurs viraux, on a parlé de l'enveloppe et on a parlé du gène qu'on amène. Parce qu'en fait, finalement, on a toujours réfléchi dans le contexte, il y a un gène qui ne marche pas, et puis on amène le gène qui marche. Mais dans les maladies génétiques, c'est pas toujours comme ça. Des fois, le gène, il marche pas assez. Ou des fois, carrément, il marche mal. Il marche, mais il fait n'importe quoi. La protéine qu'il produit, c'est pas la bonne, et elle est dangereuse. Donc là, finalement, c'est pas rajouter quelque chose qu'il faut, c'est corriger le gène qui fonctionne mal, ou carrément enlever le gène qui fonctionne mal. Et là est arrivé ce qui est quand même probablement la révolution de la thérapie génique, qui a eu le Nobel en 2020 pour Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier, le CRISPR-Cas9. Le CRISPR-Cas9, il a l'avantage d'être un outil hyper simple à utiliser. Et alors quand on fait de la génétique, un outil simple, c'est globalement quelque chose d'assez rare à trouver. Et donc la révolution, elle vient moins de l'idée que de la simplicité avec laquelle on peut le faire. Le temps entre le moment où elles ont décrit cette technique et le moment où elle a été appliquée chez l'homme, c'est 5 ans en moyenne, on est quand même plus sur 2 à 3 décennies, parce que c'est une technique hyper simple. Moi, quand j'ai commencé ma thèse, CRISPR, ça n'existait pas, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, j'ai commencé en 2013. On avait jamais entendu parler de ce truc, et pour faire de la manipulation génétique, c'était quand même quelque chose d'assez lourd. Là, c'est un truc qu'on fait toutes les semaines, et ça marche hyper bien. Donc la révolution, c'est quand même ce CRISPR-Cas9. Pourquoi c'est simple? Le principe du CRISPR-Cas9, c'est, en fait, voilà, très facile. On a un guide pour dire le gène qu'on veut enlever, il est là. Et ensuite, c'est des ciseaux génétiques qui vont venir couper la séquence qu'on a désirée. Et comme toutes les cellules ont des mécanismes de réparation de l'ADN, on a coupé la partie qui ne va pas bien. Et on va avoir une réparation qui va bien. Et on est sauvé. Donc, finalement, l'outil, au départ, paraissait miraculeux. Maintenant, qui commence à être utilisé, finalement, on a vu toutes les thérapies, en fait, de manière empirique, malheureusement, on a vu au fur et à mesure quels pouvaient être leurs effets hors cible. Alors, on se rend compte que ce CRISPR qu'on trouvait vraiment extrêmement précis, il coupe très bien là où on veut, mais il a tendance à couper aussi un petit peu à côté. Alors, il y a des mécanismes de réparation, mais c'est quand même moins précis que ce qu'on croyait, suffisamment pour qu'il y ait des effets tout à fait révolutionnaires chez les patients, mais c'est quand même des choses qui sont très surveillées et très observées. Le premier médicament CRISPR-Cas9 disponible en Europe, il vient d'avoir son autorisation par l'Agence européenne du médicament le 15 décembre. C'est un médicament pour soigner la drépanocytose, qui est la maladie génétique la plus répandue au monde, qui induit une déformation des hématies, des globules rouges, qui au lieu d'être toutes rondes, sont en forme de croissant de lune, et qui du coup ont beaucoup de mal à amener l'oxygène, et donc les patients qui ont la drépanocytose, ils sont essoufflés, ils font énormément de caillots, et ils ont une espérance de vie réduite, et plus contrainte, avec du coup toute une gradation de la personne qui est dans une position invalidante à la personne qui passe sa vie à l'hôpital. Et du coup, il y a l'année dernière avait lieu le congrès d'édition du génome, le 3e mondial, et il y a une afro-américaine qui est arrivée pour raconter comment elle est passée des 10 dernières années à l'hôpital à une vie chez elle où elle peut jouer avec ses enfants et à quel point ça a changé sa vie. Depuis un mois, c'est commercialisé en Europe. Ce qui va faire peut-être l'avenir, et qui est en développement maintenant, c'est une technique qu'on appelle le base editing. C'est finalement l'optimisation du CRISPR-Cas9. C'est-à-dire qu'au lieu de couper pour enlever un gène, là on va venir modifier juste une base. Vous savez les bases d'ADN, A, T, G, C. Et bien on va venir en changer qu'une seule. Alors ça paraît rien, mais une base qui change, en fait c'est une lettre dans votre paragraphe, la phrase elle ne veut plus dire ce qu'elle voulait dire au départ, le paragraphe il ne veut plus rien dire, et ça rend les gens complètement malades. Vous avez derrière une photo de cette maladie qu'on appelle la progéria, le syndrome de Benjamin Button. C'est une maladie génétique
avec un vieillissement accéléré. Ça donne des physiques assez reconnaissables. C'est des enfants qui vieillissent à vitesse accélérée, ils ont entre 10 et 15 ans d'espérance de vie, on ne sait rien faire pour la progeria, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de traitement standard, on ne sait pas quoi faire pour eux. Ça, c'est une base qui a été mutée, et c'est ça la maladie. Donc un tout petit changement avec des conséquences énormes. Et ce base editing, finalement, c'est une technique de substitution. On va venir changer une seule base, et en plus, on va venir changer une seule base sans couper l'ADN. Donc, on évite ces risques de cassure hors cible. Ça, c'est une technique qui, à l'heure actuelle, n'a jamais été essayée chez l'homme. C'est le grand espoir des patients, notamment progeria, d'autres pathologies dans ce type-là. Il y a un gros centre d'études à Marseille, le centre européen est à Marseille. Ils en sont au stade de proof of concept chez la souris, c'est-à-dire qu'ils ont des modèles, des souris qui sont des modèles de progeria, où ils ont réussi à remettre la bonne base dans le génome des souris. Et finalement, ces souris ont leurs symptômes qui ont régressé et ont eu une espérance de vie quasi identique aux souris normales. Donc c'est un grand espoir, ils sont en train de demander les autorisations pour passer au stade d'essai clinique chez l'humain, ça va prendre quelques années. Donc ce n'est pas des thérapies qui sont disponibles, mais c'est des grands espoirs pour l'avenir. Et finalement, l'utilisation plus large de la thérapie génique, alors à la base, c'est pensé pour les maladies génétiques, mais finalement, on s'en est servi pour soigner le cancer. Alors récemment, il y a des gens qui se sont demandé si ça ne pouvait pas être intéressant aussi pour les infections virales. Par exemple, là, en 2022, il y a un essai clinique extrêmement concluant qui a été fait chez des patients séropositifs. Donc des patients qui sont atteints du virus VIH et donc qui vont développer le sida. Et en fait, on leur a donné des vecteurs AAV qui vont, avec un CRISPR dedans, qui va venir couper les gènes spécifiquement du VIH pour l'empêcher de fonctionner. Donc ce vecteur, il rentre dans les cellules infectées et puis il enlève le virus. Et alors ça date de 2022. Ils avaient à la fin de l'essai clinique 100% des patients qui étaient devenus séronégatifs. Donc c'était inespéré, ils sont très satisfaits et donc là ils lancent l'essai clinique de phase 3 avec beaucoup plus de gens. Donc ça c'est la thérapie génique contre les infections virales, mais il y a aussi des idées pour l'utiliser contre les infections bactériennes. On a parlé de la Cas9 qui est un ciseau génétique. Il existe aussi une Cas3 qui serait plutôt une débroussailleuse génétique. Ça coupe, mais ça coupe très très bien. Ça coupe tellement bien que ça coupe tout. Et ça coupe tout, donc il n'y a pas de mécanisme de réparation. Et on s'est dit, ça, pour le mettre dans un patient, non. Mais pour détruire une bactérie, ça peut être bien. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des vecteurs, comme les AAV, comme les rétrovecteurs dont on a parlé avant, mais là, ils ont pris des vecteurs qui dérivent de virus qui ne peuvent rentrer que dans les bactéries. C'est ces espèces d'araignées-là. Ça, c'est des virus qui peuvent infecter que les bactéries. L'avantage de ces vecteurs-là, quand on les injecte à un patient, c'est que ça ne peut pas rentrer dans les cellules des patients. Ça rentre que dans les bactéries. Et une fois que c'est dans les bactéries, il y a cette Cas3 qui va venir hacher l'ADN bactérien et qui va tuer la bactérie. Alors, il y a eu un premier essai clinique en 2020 sur les bactéries qui causent les infections urinaires. Pourquoi? Parce que les infections urinaires, c'est très fréquent dans la population et ça se soigne avec des antibiotiques qui sont assez costauds. Et donc le problème, c'est que quand on soigne des infections bactériennes avec des antibiotiques assez costauds et fréquents, et finalement, on se retrouve à avoir des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques au bout d'un moment, et qu'on a de plus en plus de mal à soigner. Donc finalement, l'idée d'utiliser la thérapie génique dans les infections bactériennes, c'est de pouvoir trouver un traitement alternatif aux antibiotiques pour diminuer l'apparition des résistances aux antibiotiques dans la population. Alors pour conclure sur les limites de la thérapie génique, c'est un outil formidable qui a permis de soigner des maladies qui jusque-là étaient complètement incurables. Les limites de son utilisation, c'est sa complexité de mise en œuvre et son coût, qui sont liés quand même les deux. Quand on fait de la thérapie génique ex vivo, qu'on va sortir les cellules souches d'un patient, les modifier en laboratoire, les regreffer à ce patient, c'est long, c'est cher, la production de virus, c'est cher. Donc, à la fois, c'est des avancées considérables, à la fois, il y a des choses qui vont être limitées.
La progéria, par exemple, c'est un cas sur 4 à 8 millions de personnes. Donc on peut traiter des patients de progéria avec un traitement à 1 million. La drépanocytose, parce que le traitement coûte 1 million, la drépanocytose c'est la maladie génétique la plus fréquente au monde, c'est 400 000 nouveaux cas par an. On ne va pas pouvoir traiter 400 000 personnes par an avec un traitement à 1 million. Ça va pas aller. Donc ça va rester finalement un traitement personnalisé pour les cas les plus rares et les pays les plus riches. Donc finalement, il y a un effort de recherche et aussi un effort industriel pour venir simplifier la mise en œuvre des thérapies géniques pour pouvoir diminuer les coûts et les rendre accessibles finalement à ceux qui en ont besoin. La deuxième limite, c'est que, aussi magique qu'il puisse être certains traitements, parce qu'on n'avait aucun autre traitement et aucune autre solution, ce ne sont jamais des traitements sans risque, comme n'importe quel médicament, hein, finalement. Sauf que quand on parle de manipulation de génome, évidemment, il faut faire extrêmement attention aux effets secondaires qu'il peut y avoir. On a beau les sécuriser au maximum, il y a toujours des risques. Donc c'est toujours dans un cas individuel avec le médecin et un patient, et pour ce patient-là, on va faire l'évaluation pour être sûr que le bénéfice du traitement est supérieur au risque pour le patient, parce que la première règle de la médecine, c'est toujours de ne jamais nuire au patient. Et pour finir, les risques de la thérapie génique, finalement les risques de la thérapie génique, c'est de faire autre chose avec la thérapie génique. La thérapie génique, c'était fait pour soigner des gens malades. Alors c'est un petit peu anecdotique, mais je vous ai mis un article qui est paru dans Le Monde, le journal Le Monde la semaine dernière, et qui explique que l'Agence mondiale antidopage, elle surveille les thérapies géniques depuis une dizaine d'années, et que comme il va y avoir les JO à Paris en 2024, et bien ils ont demandé au Parlement français d'introduire une loi qui est passée pour autoriser le séquençage génétique des athlètes qui seraient suspectés de s'être génétiquement dopés. Donc quelqu'un qui se serait rajouté un gène pour être plus performant et qu'on ne saurait pas dépister. Donc la loi française maintenant autorise, s'il y a une suspicion, à pouvoir faire des séquençages génétiques. Alors, qu'on soit clair, à l'heure actuelle, il n'y a jamais eu de cas de dopage génétique remarqué. Je ne sais pas s'il y en a ou pas, mais en tout cas, ça n'a jamais été démontré. Mais ça fait quand même 10 ans que c'est surveillé de très près par l'Agence mondiale antidopage. Donc, évidemment, tout outil peut avoir ses dérives. Alors ça prête plutôt à sourire, ce qui prête beaucoup moins à sourire parce que ça ressemble à la science-fiction, mais que ça n'est pas de la science-fiction. Au dernier congrès d'édition mondiale du génome en 2018, vous en avez peut-être entendu parler, est arrivé un chercheur chinois extrêmement fier de changer l'avenir de la science en expliquant que lui en Chine travaille avec des patients qui sont séropositifs, qui ont le VIH. Quand on a des patients qui ont le VIH, il y a un risque quand même d'avoir un enfant qui a le VIH. Et donc ce monsieur, pour rendre service à l'humanité, il a enlevé le récepteur au VIH sur tout l'organisme d'un embryon, de 2 embryons, en l'occurrence c'est des jumelles, et qu'il a fait naître ses bébés. Donc il explique qu'il a génétiquement modifié tout un organisme de bébés vivants qu'il a fait naître vivant. Et il n'a pas tout à fait eu la réaction de gloire qu'il attendait, puisque ça a été un tollé international. Ensuite, il a disparu. La Chine a dit qu'il avait pris 3 ans de prison, qu'il était sorti en 2022. On n'a pas vraiment d'informations sur ces petites jumelles, à part qu'elles sont nées. Ce qu'on sait scientifiquement, c'est que la mutation qu'il voulait faire, il n'a pas tout à fait réussi à la faire. Il en a fait une qui est proche, donc on n'est même pas certain que ces enfants soient spécialement résistants au VIH. Il a réussi à modifier une partie de leur corps, une partie de leurs cellules, mais pas tout. On n'a strictement aucune idée de ce que ça peut donner. On n'a aucune idée des conséquences que ça peut avoir sur ces enfants, sur leur développement. On ne sait pas ce que ça peut faire. Et il est tout à fait possible que les modifications de leur ADN soient transmissibles à leur descendance et à leurs propres enfants. Donc là, on est globalement dans Rabelais qui nous parle des siècles dans le passé en nous disant « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». C'est la définition de ce qui est en train de se passer là. La thérapie génique et son utilisation, le seul texte de loi internationale contraignant qui interdit son utilisation en dehors de visées
thérapeutique très précise ou de recherche très précise et qui notamment interdit de manipuler les organismes entiers, qui interdit les modifications qui peuvent être transmises à la descendance. Ça date de 97, c'est la Convention d'Oviedo. Le problème de la Convention d'Oviedo, c'est qu'elle ne concerne que les pays qui l'ont signée. Donc c'est un texte qui a été proposé par le Conseil de l'Europe, qui a été ratifié, mis en place par une partie des pays européens. La Suisse l'applique depuis 2008, la France l'applique depuis 2012. Et il y a énormément de pays qui ne l'ont pas signé, en vrac, les États-Unis, le Canada, la Russie, la Chine, l'Australie. Il n'y a pas de réglementation internationale sur l'utilisation de la thérapie génique et l'avenir va probablement en avoir besoin. Et ça a été extrêmement révélateur. Mais d'un autre côté, en 2018, il y a quand même eu un énorme tollé avec la communauté scientifique qui s'est réveillée. Et puis finalement, il ne s'est pas passé grand-chose dessus. Moi, je ne vais pas aller plus loin. Si l'éthique de la thérapie génique, ça vous intéresse, ça sera la dernière conférence le 14 février que je vous encourage à aller voir parce que, 1, c'est super intéressant, et parce que 2, une conférence sur la thérapie génique pour la Saint-Valentin, c'est une idée de sortie super originale.